Alors, après avoir exposé ces différents points de vue plutôt agronomiques et techniques, qui abordent même le côté de la viabilité économique d'une production sans pesticides, je vais donner la parole à Tanguy van den Put. Donc, avec son collègue Marc Pitty, ils sont fondateurs d'un cabinet d'avocats spécialisé en protection de durabilité de la nature, qui s'appelle Law for Nature. C'est un jeune cabinet, mais composé d'avocats mûrs. Et rodé, non mais mûr dans le sens tout à fait, et rodé, je voulais dire rodé au rouage et aux mécanismes juridiques, tant en droit européen qu'en droit national, sur tous les enjeux environnementaux, et qui ont pu se pencher aussi sur la problématique des pesticides, entre autres, suite à des échanges qu'on a pu avoir également avec Pan-Europe. Donc voilà, je te donne la parole, Tanguy. Merci Virginie. Donc, mûr, mais pas encore tombé de l'arbre. Hein. Mais mûr, c'est très positif. Hein. On est quasi tous des gens d'âge mûr ici. Bon, voilà, alors maintenant, quelques considérations juridiques, avec peut-être quelques notes d'espoir également, vers un affranchissement donc, de notre agriculture aux pesticides PFAS. J'appuie ici pour les... Oui, ici. Voilà. Alors, vous me direz que pour s'affranchir des PFAS dans notre agriculture, il faut bien évidemment une bonne dose de volonté politique, ça va de soi, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il faudra encore que nos autorités politiques soient compétentes pour décider et pour, je dirais, faire bouger le système. Alors, on partait, je dirais, sur de bonnes bases. Je vais vous lire ici un article du décret relatif aux pesticides qui donne une habilitation au gouvernement wallon qui est excessivement large. On se dit, grâce à ça, il va pouvoir tout faire. Le gouvernement wallon peut réglementer et au besoin interdire, de manière temporaire ou pour une durée indéterminée, l'application de pesticides en tout lieu lorsque ces pesticides contiennent des substances actives qui représentent un risque pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature. Le gouvernement détermine en fonction des circonstances si l'interdiction ou la restriction visée à l'alinéa 1er s'applique sur la totalité ou une partie du territoire de la région wallonne. Bon, quand on lit ça, on se dit, le gouvernement wallon, go, tout à fait, le gouvernement wallon peut tout interdire dès lors qu'il y a un risque. Quand on a vu les exposés précédents, on se dit qu'il y a pas mal de risques quand même. Il peut tout interdire ou restreindre, en tout lieu ou sur une partie du territoire, et même pour une durée indéterminée. Bon, notre optimisme va devoir se rafraîchir un petit peu lorsqu'on lit l'intervention des cours suprêmes de notre pays, que ce soit la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État, qui ont été amenés à appréhender la portée de cette disposition, de cette habilitation législative, à la demande, devinez de qui, évidemment, à la demande des producteurs de produits phytopharmaceutiques qui voyaient là peut-être un obstacle un peu trop important à leur commerce. Et donc, que nous ont dit et que nous enseignent la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État, donc les deux juridictions suprêmes de notre pays, eh bien, habilitation législative, certes, mais qui doit tenir compte des contraintes que vous impose, monsieur le gouvernement de la région wallonne, tant le droit européen que le système institutionnel belge, puisque, comme vous le savez, nous sommes dans un État fédéral où il y a des compétences partagées entre l'État national en tant que tel et les régions et les communautés. Et nous allons donc examiner, avant de pouvoir déterminer quelles sont finalement les latitudes qui restent au gouvernement wallon, nous allons avant tout déterminer quelles sont les restrictions qui s'imposent à lui dans cette habilitation que l'on pensait très très générale et presque universelle. La première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la région wallonne pourrait interdire ou restreindre sur l'ensemble du marché un produit? On va se poser en fait deux questions. Est-ce qu'elle peut interdire un produit ou est-ce qu'elle peut interdire quelque chose ou restreindre quelque chose sur l'ensemble de son territoire? Alors, pour ce qui est du produit, il faut savoir que ce ne serait pas la première tentative, puisqu'il y a quand même déjà eu pas mal de tentatives. Vous avez une première tentative, par exemple, du glyphosate. Et vous avez, à l'heure actuelle, c'est d'ailleurs soumis à nouveau à la censure du Conseil d'État, vous avez un arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2024 qui interdit sur l'ensemble du territoire de la région tous les produits phyto autres que ceux à faible risque.
Donc les régions ont tenté le coup. Elles se sont dit, on va essayer d'interdire sur l'ensemble de notre territoire à la fois des produits contenant du glyphosate, on était en 2017 de mémoire, et maintenant tous les produits autres qu'à faible risque. Et ce n'est pas si évident que cela, parce que malheureusement le Conseil d'État n'a pas entendu, je dirais, une telle interdiction de manière positive et l'a sanctionné dans le premier cas et risque très fortement de le sanctionner dans le second cas pour la région de Bruxelles-Capitale. Et pourquoi? Eh bien, d'abord et avant tout, parce qu'il y a des contraintes de droit européen et ce qui fonde même l'Union européenne, à savoir la liberté de circulation des produits, la liberté de circulation des biens, qui s'apparente à ce que l'on appelle chez nous la liberté de commerce et d'industrie, le fameux décret d'Allard qui date de la Révolution. Finalement, au sein de l'Union européenne, un produit peut voyager de part et d'autre sans la moindre contrainte douanière. On peut avoir évidemment des contraintes, on parlait tout à l'heure à des produits qui proviennent de Turquie, etc. On peut là imposer certaines contraintes, mais à partir du moment où le produit est dans l'Union européenne, eh bien, il voyage comme il l'entend. Et donc, vous ne pouvez pas, vous, région, venir me dire que les produits phyto qui sont produits, par exemple, en France, ne vont pas pouvoir être utilisés en Belgique. Et donc, cette contrainte de droit européen, cette liberté de circulation, elle n'est pas entière. C'est-à-dire que les autorités européennes peuvent elles-mêmes imposer des restrictions à cette liberté de circulation. Et ces restrictions, elles s'imposent notamment en l'application du principe de prévention. Alors, là, je sors un peu du principe de précaution dont on a entendu parler toute la journée. Le principe de prévention, c'est quoi? Il est plus fort. C'est lorsque le risque est connu. Lorsque je sais qu'il y a un risque, en tant qu'autorité, je dois intervenir pour faire cesser ce risque. Et il y a plusieurs possibilités pour le faire. Un, des systèmes d'évaluation préalables, ce sont les études d'incidence en matière environnementale, ce sont les études de toxicité en l'occurrence, et c'est également le système d'autorisation. Et donc, qu'a dit l'Union européenne à ce sujet-là? Eh bien, moi, je vais intervenir, je vais effectivement émettre des restrictions à cette liberté de circulation des produits phyto, parce que je vais imposer ce système d'évaluation de la toxologie et je vais également imposer un système d'autorisation. Ce qu'elle a fait, puisque vous avez entendu tout à l'heure dans la répartition des compétences, que l'Union européenne, elle est compétente donc pour approuver les différentes substances, c'est-à-dire les différents ingrédients que l'on retrouve dans les pesticides. Puis après, vous avez une évaluation de la toxicologie qui se fait au niveau des États membres, mais par zone. On a parlé des 3 zones principales tout à l'heure. Donc, finalement, l'industrie vient choisir un de ces pays et fait donc évaluer sa toxicologie à ce niveau-là. Et puis, vous avez ensuite un système d'autorisation nationale pour la mise sur le marché avec certaines conditions d'utilisation. Nous avons vu tout à l'heure, par rapport à certaines fiches à cet égard-là, que tel produit ne pouvait pas être utilisé à moins de 20 mètres d'un cours d'eau et ce genre de choses. Donc, ce système existe, mais il a été mis en place sur le plan européen. Et il n'est pas question pour un État membre de venir interférer dans ces restrictions et d'ajouter à ces restrictions. Donc, il n'est pas possible pour notamment la région wallonne de venir dire « moi, je vais interdire sur l'ensemble de mon territoire un produit qui est autorisé, je dirais, sur le plan au niveau européen ». Ça a été tenté, l'affaire du glyphosate est un bon exemple. Eh bien, qu'a dit le Conseil d'État? Il a annulé l'arrêté du gouvernement wallon de 2017-2018, je ne sais plus exactement, au motif notamment que la région wallonne ne pouvait pas, de la sorte, porter atteinte au principe de liberté de circulation des produits. Donc là, on a déjà un premier obstacle à cette habilitation générale qui a été conférée au gouvernement, qui ne peut donc pas tout faire. Le second obstacle, c'est de se dire, tiens, l'autre question, c'est, mais est-ce que je pourrais tenter d'apporter des restrictions sur l'ensemble de mon territoire? À nouveau, ça a été tenté, c'est encore tenté. Le glyphosate est un meilleur exemple, puisque dans ce cas-là, c'était sur l'ensemble du territoire, quelques dérogations qui étaient accordées à des professionnels. Et pour en revenir à la liberté de circulation, le Conseil d'État a dit que ce ne sont pas ces petites dérogations accordées à des professionnels dans certaines circonstances particulières qui permettent de considérer qu'il s'agit là que la liberté de circulation est garantie. Et, dit le Conseil d'État par ailleurs, et en plus je constate que vous imposez cette interdiction sur l'ensemble du territoire. Ce que fait à nouveau la région de Bruxelles-Capitale, en l'occurrence, puisque la région de Bruxelles-Capitale vient donc d'interdire tous les pesticides autres qu'à faible risque sur l'ensemble de son territoire. Bon.
Eh bien là, à nouveau, on a, je dirais, un problème de compatibilité avec le droit européen et à nouveau avec la liberté de circulation des biens, puisque rien ne justifie qu'une partie d'un territoire soit exemptée de pesticides ou se voit donc interdire l'utilisation de pesticides. Cela dit, à nouveau, la réglementation européenne est intervenue et a dit oui, mais dans certains cas particuliers, moi, Europe, je permets qu'il y ait des restrictions territoriales. Et c'est ainsi que le règlement SUR, le fameux règlement donc, sur les pesticides, a prévu donc, cette interdiction d'usage des pesticides dans les espaces publics et qu'il a prévu cette notion de zone spécifique dans des circonstances spécifiques dans lesquelles l'usage de pesticides pourrait être interdit ou restreint. Et alors, comme vous le savez, on l'a dit à de nombreuses reprises aujourd'hui, toute cette réglementation est fondée sur le principe de précaution. Et donc, lorsqu'on établit ce genre de restrictions, eh bien, on a en tête, évidemment, là où un risque pourrait intervenir. Et on s'est dit, en tout cas l'Europe s'est dit, il y a quand même des endroits où un risque supérieur, supplémentaire existe. Ce sont les endroits où se trouvent les personnes vulnérables. Et c'est ainsi que dans le règlement SUR, les zones spécifiques qui sont susceptibles donc de se voir interdire l'usage de pesticides ou de voir des pesticides utilisés de manière plus restreinte, ce sont les zones dans lesquelles soit le grand public s'y trouve, soit un public qui est considéré comme étant vulnérable. Ce sont les petits-enfants, les crèches, les hôpitaux et ce genre donc d'endroits particuliers. Et donc, la question peut évidemment se poser de savoir si l'on pourrait interdire, je suis toujours ici de manière générale, l'utilisation de pesticides en région wallonne. La réponse est à nouveau non. Seules des zones spécifiques pourraient, le cas échéant, se voir imposer une telle interdiction ou restriction d'usage par la région wallonne. Donc, bon, vous avez compris, tout ce qui est général pour l'instant est exclu. Donc l'habilitation de la région wallonne, que ce soit au niveau des produits ou au niveau du territoire, eh bien, tout ce qui est généralisé n'est pas possible. La région wallonne n'est tout simplement pas compétente à ce niveau-là. Alors, maintenant, la question se pose, savoir, mais tiens, est-ce que l'on ne pourrait pas quand même intervenir donc, de manière beaucoup plus particulière et de manière beaucoup plus spécifique ? Alors là, la réponse est oui, mais à nouveau, cette réponse doit être très fortement encadrée. Et elle est encadrée par rapport à quoi? Elle est encadrée pas par rapport, je dirais, aux produits, mais essentiellement par rapport aux zones spécifiques dont j'ai eu à vous entretenir jusqu'à présent. Alors, ces zones spécifiques, il y a deux interprétations par rapport à cela. Vous devez savoir que dans le cadre du recours qui est actuellement introduit par Biplan à l'encontre de l'arrêté du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale, cette société soutient que les zones spécifiques dont question dans la réglementation ne peuvent être que les zones spécifiques qui sont expressément citées dans le règlement SUR. Donc, en d'autres termes, les écoles, les crèches, il y a quelques exemples qui sont donnés. Je ne pense pas que cette interprétation soit correcte, tout simplement parce que la liste qui est donnée dans le règlement SUR est une liste qui n'est pas exhaustive. On parle de notamment. La seule question à laquelle il faut avoir égard, c'est la question de la vulnérabilité du public qui est concerné. Donc, à mon sens, cette interprétation du secteur chimique est beaucoup restrictive, beaucoup trop restrictive, et la région wallonne se retrouve, à mon sens, avec une certaine marge d'appréciation et pourrait donc élargir les zones spécifiques. Et donc faire en sorte que l'usage des pesticides ou de certains d'entre eux et une éventuelle interdiction soient imposés dans des zones spécifiques qui soient étendues. Alors nous avons pour l'heure un arrêté du gouvernement de wallon qui date de 2013 de mémoire, qui liste donc toutes ces zones spécifiques, qui sont donc des zones qui sont, comment dirais-je, avec un public vulnérable dont je viens de parler, mais qui sont aussi des zones, on en a parlé, d'ailleurs le Code de l'eau les a reprises en partie, qui sont des zones de proximité, de captage d'eau, de rivières et ce genre de choses. À notre estime, le gouvernement wallon pourrait étendre
ces zones spécifiques. Et il l'a déjà d'ailleurs fait dans un projet d'arrêté qui date d'il y a quelques années, mais qui malheureusement est resté à l'état de projet. Le gouvernement wallon s'était dit qu'en application du principe de précaution, il fallait étendre cette zone d'interdiction de pulvérisation aux pesticides dans une zone tampon de 50 mètres à partir de tous les jardins privatifs et donc de toutes les maisons. Cela pourrait très très bien se justifier dans la mesure où, dès lors que je tente à protéger un public vulnérable, je pense par exemple aux petits-enfants, qui sont certes protégés lorsqu'ils seront dans une crèche, qui seront dans la cour de récréation parce qu'on ne peut pas pulvériser à proximité de ces lieux-là, alors que ces mêmes enfants se retrouvent dans leur jardin, à proximité de champs qui sont cultivés, dans une période de temps, une période temporelle qui est parfois bien plus grande que celle pendant laquelle ils sont à la crèche ou à l'école. Donc, il y aurait tout à fait moyen d'étendre ces zones et donc d'affranchir quelque part l'agriculture de l'usage de ces pesticides grâce à une implémentation de nouvelles zones spécifiques qui seraient donc ainsi protégées. Je vous dirais par exemple que l'État fédéral a fait la même chose. L'État fédéral, donc, il est compétent pour les normes de produits, on va y revenir juste après, mais il est également compétent pour la pulvérisation aérienne, puisque vous savez que tout ce qui est aérien, c'est l'État fédéral, ce ne sont pas les régions. Et vous avez par exemple un arrêté royal qui interdit de pulvériser avec un avion à moins de 300 mètres d'une zone habitée. Alors vous allez me dire, oui d'accord, c'est un avion, c'est pas la même chose. Enfin, l'idée est là. L'idée, c'est que les gens qui se retrouvent dans leur maison ne soient pas atteints par la pulvérisation aérienne. Or, lorsque votre jardin, votre fenêtre se trouve à proximité immédiate d'un champ, bien évidemment, lorsqu'il y a pulvérisation dans ce champ, si vous êtes à proximité, eh bien, pour reprendre l'image de quelqu'un tout à l'heure, les yeux vont vous piquer quelque peu. Et donc, l'idée serait évidemment d'étendre ces zones spécifiques et d'ainsi à la fois protéger la santé humaine et l'environnement, tout en affranchissant à tout le moins partiellement l'agriculture de l'usage de ces pesticides. Alors, je vais y aller. Alors, une autre circonstance qui nous permettrait donc de faire d'étendre cet affranchissement de l'agriculture des pesticides, et qui est cette fois-ci mise à disposition des communes, c'est la loi sur la conservation de la nature qui, à notre sens, est sous-utilisée, mais qui vient d'être modifiée et qui pourrait être fortement utilisée à l'avenir, dans la mesure où cette loi sur la conservation de la nature a introduit un article 58 quinquies qui énonce que les conseils communaux peuvent prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibier. Eh bien, il se fait que cette disposition a été utilisée, et alors nous avons connaissance à 3 reprises, a été utilisée donc par 3 communes qui ont établi donc des règlements de police sur le territoire communal pour interdire soit totalement l'usage de pesticides sur le territoire communal, soit partiellement l'interdire. Nous avons la commune d'Attert notamment qui a interdit l'usage de pesticides sur l'ensemble de son territoire. Et Assès et Ciney, sauf erreur de ma part, ont adopté des dispositions qui viennent interdire l'usage de pesticides sur une partie du territoire pour des raisons environnementales liées donc à la protection de la nature. En d'autres termes, lorsque vous avez un site particulier qui n'est pas nécessairement un site Natura 2000 qui est, lui, d'ores et déjà protégé, mais qui mérite d'être exempt donc, de pesticides, eh bien, la commune est intervenue à cet égard pour, comment dirais-je, pour réglementer l'usage des pesticides. Avec cette problématique que l'article 1er de la loi nous dit bien que cette loi, comment dirais-je, ne vise pas à réglementer l'exploitation agricole et forestière. Donc il faut que ce soit toujours évidemment marginal, que l'impact sur l'agriculture ou sur l'exploitation forestière soit marginal et qu'on ne vise pas par là l'agriculture en direct. Mais donc vous voyez que par ce biais de la protection sur la nature, la commune peut effectivement exempter une partie de son territoire de l'usage de ces pesticides. Et comme dans toute intervention d'une autorité administrative, ce que vous devez savoir, c'est que le principe dit du raisonnable et de la proportionnalité s'impose.
Et le principe également de la motivation s'impose. C'est-à-dire que vous devez, même s'il s'agit d'un règlement, vous devez expliquer dans votre règlement pourquoi vous avez pris cette interdiction particulière, et vous devez, par notamment la partie de territoire concernée, faire une application modérée de la compétence qui vous est donnée et ne pas venir interdire, je dirais, de manière inconsidérée sur l'ensemble du territoire pour des raisons qui n'en seraient pas véritablement. Je vois que dans mon excitation du moment, j'ai oublié de vous parler quand même d'une autre limitation, mais je vais quand même vous en dire un mot belgo-belge. C'est la fameuse limitation sur la, comment dirais-je, le caractère fédéral de notre pays. Et quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, Pierre, de réexposer quelque peu, je dirais, le système de répartition des compétences en Belgique. Donc, comme vous le savez, nous sommes un pays qui n'est pas si facile que ça à gérer, puisque les compétences qui sont issues du règlement et de la directive sur les pesticides, eh bien, sont, quand elles arrivent sur notre territoire, elles sont partagées entre différentes instances, qui sont essentiellement donc l'État fédéral, on nous en a parlé tout à l'heure, et la région wallonne. Alors, l'État fédéral, il est compétent pour quoi? L'État fédéral, il est compétent pour les normes de produits, c'est-à-dire pour toutes les normes que doit remplir un produit lorsqu'il est mis sur le marché. Alors, ces normes de produits, vous allez trouver pour tout et n'importe quoi. Hein. Lorsque vous prenez un jouet, par exemple, eh bien, on va vous dire que le jouet doit être d'une certaine taille pour ne pas être avalé, etc. Eh bien, c'est la même chose pour les pesticides, quelque part. Et c'est donc l'État fédéral qui va établir ces normes sur base de ce que le droit européen lui aura enseigné. Et la région wallonne, elle, n'intervient qu'au niveau de l'utilisation de ces produits une fois qu'ils ont été mis sur le marché par le biais de l'État fédéral. Et il y a un grand principe dans notre pays qui est, et d'ailleurs dans tous les pays qui sont fédéraux, c'est le principe de la loyauté fédérale. C'est-à-dire que lorsqu'une autorité exerce sa compétence, d'abord elle doit exercer uniquement sa compétence. On voit souvent une région qui essaye d'exercer la compétence de l'État fédéral et inversement, et tout ça est soumis à ce qu'on appelait dans le temps la cour d'arbitrage, qui vient arbitrer les compétences des uns et des autres, maintenant qu'on appelle la cour constitutionnelle. Donc, d'une part, vous ne devez exercer que votre compétence, et secondement, vous ne devez pas l'exercer de manière à rendre trop difficile, voire impossible, l'exercice de sa compétence par l'autre. Et lorsque la région wallonne a par exemple décidé d'interdire le glyphosate sur son territoire, alors que celui-ci avait obtenu une autorisation de la part de l'État fédéral en tant que norme de produit, eh bien, le Conseil d'État a considéré que la région wallonne non seulement violait la libre circulation européenne, mais violait également le principe de la loyauté fédérale, puisqu'elle empêchait la commercialisation du glyphosate sur le territoire de la région wallonne, et de la sorte, elle empêchait l'État fédéral d'encore utiliser ses compétences, puisque ce qu'il avait mis sur le marché ne pouvait plus être vendu sur une partie du marché en question. Donc vous voyez que c'est un jeu d'équilibriste que d'exercer des compétences de limitation et de restriction de l'usage des pesticides en Belgique, en tout cas en région wallonne, mais toutes les pistes ne sont pas fermées, notamment par rapport aux zones d'exclusion dont je viens de parler, qu'elles soient fondées sur le règlement pour la région wallonne, ou qu'elles soient également fondées sur la loi sur la protection de la nature pour les communes. Alors, nos conclusions, alors là vous allez me dire, tiens, on voit qu'il a fait du latin et du grec quand il était jeune. De lege ferenda, ça veut dire quoi? De lege ferenda, ça veut dire... donc, mais ça remonte à loin. mais je peux vous en sortir d'autres. Hein, je peux vous en sortir d'autres. Hein. Donc, de lege ferenda, ça signifie donc au regard du droit tel qu'il existe à l'heure actuelle. Et c'est ce dont je viens de vous parler maintenant. Donc, le droit offre certaines possibilités. Elles sont restreintes. Hein, elles ne peuvent être appliquées par la région et par les communes que dans des cas bien spécifiques, avec ce principe de précaution, ce principe de proportionnalité, du raisonnable. On ne va pas pouvoir interdire grand chose, mais cela dit, on va pouvoir en tout cas interdire dans certains endroits très spécifiques. Ce qui pourrait être, le cas échéant, modifié, et ce qui pourrait être fait. Alors là, j'ai été nourri, je dirais, dans mes réflexions par ce qui s'est dit aujourd'hui.
La première chose, c'est de respecter la législation telle qu'elle existe. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure à la personne qui représente le SPF, et ma question n'était pas anodine. Ma question consistait à savoir si les coformulants que l'on retrouve dans la composition de ces fameux pesticides qui contiennent toutes ces substances nocives dont on a parlé aujourd'hui, si l'effet cumulatif de ces coformulants était analysé dans le cas donc, de l'évaluation qui est faite avant l'autorisation de mise sur le marché. Et la réponse qui m'a été donnée, et je ne veux pas trahir évidemment cette réponse, donc on me contredira si je me trompe, c'est que effectivement l'effet cocktail, hein, l'effet cumulé, était dans certaines circonstances analysé, mais ne l'était pas dans d'autres. Bon. Ça signifie quoi? Ça signifie que cet effet cocktail, et si on l'appelle cocktail, c'est qu'il peut être explosif, en quelque sorte. C'est que finalement, ces coformulants, ils ne sont pas mis dans le shaker pour rien. Ils sont mis dans le shaker tout simplement parce que ça va booster énormément l'efficacité du produit, mais ça peut également booster très fortement sa toxicité. Bon. C'est ça l'idée du coformulant. Alors comme ça, je dirais, pris seul, il peut paraître relativement inoffensif, mais lorsqu'il est mélangé, ça peut avoir un effet démultiplié en termes de toxicité. Deux petites secondes. C'est maintenant que ça devient intéressant. Alors, et donc que se passe-t-il dans une telle situation? Eh bien, tout simplement, c'est que le droit européen en lui-même n'est pas respecté. Donc ça signifie que l'État belge ne respecte pas le droit européen, que l'État belge autorise la mise sur nos parcelles de produits dont l'évaluation de la toxicité n'a pas été évaluée. Je rappelle quand même que la Cour de justice de l'Union européenne, qui a été interrogée sur question préjudicielle, a considéré et a dit pour droit, et ça fait donc de ce fait partie du droit européen qui s'impose obligatoirement, il s'agit ici d'un règlement qui s'impose aux États, elle a dit pour droit que ces coformulants et l'effet cocktail de ces coformulants devaient être analysés. C'est clairement dit dans la jurisprudence européenne. L'État belge doit analyser. Il ne le fait pas, il engage sa responsabilité. Il engage sa responsabilité et un jour, vous savez, quand les avocats qui défendent des causes environnementales comme nous sommes très, on va dire, très innovants, ou en tout cas on essaye d'être très créatifs. Et il faut parfois pousser ceux qui sont en faute dans leur dernier retranchement et utiliser à cet effet tous les moyens que le droit existant met à notre disposition. Et que met le droit à notre disposition? Eh bien, il met déjà le droit pénal à notre disposition. Quelqu'un qui a dans ses compétences la santé publique et qui ne fait pas et qui ne respecte pas la législation et qui met en danger, on l'a quand même suffisamment démontré aujourd'hui, en danger la population parce qu'il n'analyse pas la toxicité, hein, eh bien, il engage sa responsabilité pénale, tout simplement. Responsabilité pénale des personnes morales, responsabilité pénale des personnes qui gèrent la personne morale. Bon. Donc, ce sont... Oui. Bon, ben voilà, écoutez... Il a lancé la bombe. En tout cas, j'ai dit « je vous remercie », comme on dit dans notre jargon. Il a lancé la bombe. Merci. Je vous demande d'applaudir. Voilà.